Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de l'actualité à l'Assemblée et au Sénat. Et avec moi pour présenter cette émission, Tam Tranui. Bonjour Tam. Bonjour Brigitte. Et pour passer en revue tous les sujets de la semaine, notre invité Philippe Dallier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de Seine-Saint-Denis et c'est Tam qui brosse votre portrait. Philippe Dallier, vous êtes né à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, mais l'appel des terres séquano-dionysiennes a été plus fort. Vous avez longé le fleuve jusqu'à la Seine-Saint-Denis, dont vous êtes l'élu depuis 37 ans. Sénateur depuis 2004, vous occupez la fonction de vice-président de la Chambre haute. Votre signe distinctif, la longévité de votre implantation locale. Vous avez notamment aussi été maire des Pavillons-sous-Bois pendant 22 ans. Un mot d'abord de ce territoire, Philippe Dallier, la Seine-Saint-Denis, ce département qui a été particulièrement touché par le Covid avec une importante surmortalité. Comment se passe le déconfinement et comment s'en sort-il ? Les choses vont mieux. Voilà, les hôpitaux sont nettement moins sous tension. Le déconfinement se passe plutôt bien. Je vais dire plutôt bien parce qu'effectivement, on sait que dans certains quartiers, ça a été plus difficile qu'ailleurs. Donc les choses s'améliorent. Donc plutôt positif. Plutôt positif, oui. On poursuit avec les titres de cette émission et à la une de l'actualité cette semaine, le Sénat qui va lancer sa commission d'enquête sur la gestion de la crise du Covid-19, début des travaux fin juin. La loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire est entrée en vigueur après le feu vert du Conseil constitutionnel. Les sages ont censuré 2 points partiellement, le traçage et l'isolement des malades. La loi contre la haine en ligne, définitivement votée à l'Assemblée nationale, elle oblige les plateformes à retirer les contenus haineux sous 24 heures. La droite sénatoriale, très opposée à une forme de privation de la liberté d'expression, va saisir le Conseil constitutionnel. Premier thème donc, le Sénat qui lance une commission d'enquête sur la crise sanitaire. Le principe était acté, restait à déterminer la date, ça sera fin juin. Objectif de cette commission d'enquête, faire la lumière sur ce qui s'est mal passé dans la gestion de l'épidémie de Covid-19 et en tirer les conséquences pour l'avenir, expliquent les sénateurs qui nient vouloir faire le procès de l'exécutif. Jérôme Rabier. Gérard Larcher en a informé les sénateurs ce mercredi. Il y aura bien une commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Mais alors que certains voulaient qu'elle démarre au plus vite, elle ne se mettra finalement en place qu'une fois le plus dur de la crise passée. Elle sera votée vraisemblablement vers le 23 juin, donc en conférence des présidents avant, et le 23 juin sans doute en séance, ce qui permettra de lancer la commission d'enquête à la fin du mois de juin. Donc quand j'espère, on sera un peu décalé de l'épidémie. Malgré ce délai, cela risque de tendre les relations entre le Sénat et l'exécutif. Selon l'hebdomadaire Le Canard enchaîné, Emmanuel Macron se serait exprimé à ce sujet lors du Conseil des ministres en ces termes. Le Sénat s'est déshonoré. Le temps est encore à l'action. Ce n'est pas le moment de jouer les procureurs. La politique, c'est comme la grammaire. On fait parfois des fautes de temps. La crainte du chef de l'État, que les sénateurs de droite comme de gauche utilisent cette commission d'enquête pour faire le procès du gouvernement. Mais côté Palais du Luxembourg, on se défend d'une telle intention. Je pense que le grand intérêt de la commission d'enquête, c'est pas de faire le procès des uns ou des autres, c'est que cette crise qui risque de se renouveler avec un virus qui revient en hiver prochain ou avec un autre virus ou avec une autre catastrophe sanitaire, on a vu qu'on n'y était pas préparé. Cette commission d'enquête, pour moi, son grand intérêt, c'est de prévoir la prochaine crise. Cette commission d'enquête ne pourra de toute manière pas aborder certains sujets, notamment tout ce sur quoi la justice est déjà saisie, séparation des pouvoirs oblige. Ce qui n'empêchera pas les sénateurs d'interroger le fonctionnement, passé et présent, des plus hautes instances de l'État sur l'anticipation d'une crise sanitaire. Philippe Dallier, d'abord, votre réaction à ces propos d'Emmanuel Macron qui ont été rapportés par Le Canard enchaîné. Le Sénat s'est déshonoré, le temps est encore à l'action, ce n'est pas le moment de jouer les procureurs. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour déclencher cette commission d'enquête ? J'espère surtout que les propos rapportés n'ont pas été tenus. Parce que le président de la République, en Conseil des ministres, s'en prenne au Parlement de cette manière-là, alors là, je pense effectivement que toutes les bornes seraient dépassées. Il faut quand même se souvenir que, et c'est notre Constitution, le Parlement a 2 fonctions. Voter la loi et contrôler l'exécutif. Et le Parlement est dans son droit le plus strict en déclenchant cette commission d'enquête. Alors, je peux comprendre que, eu égard à ce qui... Il y a aussi le signal. Mais trop tôt, écoutez...
On a entendu Claude Maluret s'exprimer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Claude Maluret ne fait pas partie de ceux qui s'opposent au gouvernement à tout prix. En plus, il est médecin épidémiologiste. Vous l'entendez dire effectivement qu'il faut se pencher sur la situation dans laquelle se trouvait ce pays au début effectivement de cette crise, parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que nous n'y étions pas préparés. Donc il faut comprendre pourquoi. Il ne s'agit pas d'aller pointer du doigt un tel ou un tel, parce qu'effectivement le risque c'est qu'il y ait une partie de ping-pong pour se renvoyer les responsabilités. Il faut d'abord comprendre pourquoi effectivement ce pays s'est trouvé dépourvu de masques, dépourvu de tests, n'ayant rien anticipé. Les Français ont besoin de propos de Bruno Retailleau, qui est le président du groupe Les Républicains au Sénat. Je cite, qu'ils répondent de leurs actes. Est-ce que vous ne comptez pas régler finalement des comptes politiques avec cette commission d'enquête ? Enfin, franchement, vous n'avez pas, vous, en tant que Française, envie de comprendre pourquoi, effectivement, ce pays s'est trouvé dépourvu de masques. Pendant des semaines, on nous a expliqué que les masques étaient inutiles. Mais en fait, on nous a dit cela parce que, tout simplement, on n'en avait pas. Et puis maintenant, on voudrait l'imposer à tout le monde dans l'espace public. Donc voilà, il y a eu un vrai problème qui s'est posé. Cela, vous ne faites pas le procès avant la commission d'enquête ? Non, je cherche à comprendre pourquoi effectivement on avait 1 milliard de masques à la fin des années 2008-2009. On s'est retrouvé avec 750 millions de masques en 2017 et puis il en restait 113 ou 114 millions au début de l'année. Vous voulez pas comprendre pourquoi ? Donc il faut effectivement se réorganiser différemment. Donc il faut voir qui a pris les décisions. Moi, je ne pointe du doigt personne. Et peut-être remonter au quinquennat précédent. Mais écoutez, la pénurie, elle n'est pas imputable qu'à l'exécutif actuel. Ça fait des années que les stocks ne sont pas renouvelés. Personne ne dit cela. Il est clair qu'il y a eu un changement de doctrine en 2009, après la période Roselyne Bachelot. Il y a eu un changement de doctrine, mais la nouvelle doctrine n'a pas été mise en œuvre. Et ça a eu des conséquences jusqu'à, effectivement, cette situation de début d'année 2020 où on s'est trouvé dépourvu complètement, alors que d'autres pays européens ont géré cette crise de manière beaucoup plus efficace. Donc les Français ont le droit de savoir et nous avons l'obligation de comprendre, justement, pour pouvoir adapter la manière dont nous gérerons une éventuelle crise à l'avenir. Sur le fond, tout de même, ça va créer de la tension avec l'exécutif, on le sent déjà. Est-ce que c'est quand même bien utile dans le contexte actuel ? Est-ce qu'on est encore dans franchement, ce moment de crise ? Mais à quoi sert le Parlement, selon vous, dans une démocratie comme la nôtre ? Si effectivement le Parlement ne doit, en matière de vote de la loi, pas déposer d'amendements qui chagrinent les ministres, et si effectivement, en matière de contrôle de l'action du gouvernement, nous ne devons nous contenter que de dire des choses sympathiques, mais franchement, on n'est plus dans une démocratie normale. Non, on se souvient quand même, on a tous en mémoire l'affaire Benalla et cette commission d'enquête qui avait tendu fortement les relations entre le Sénat et l'exécutif. Est-ce que vous ne croyez pas que ça risque d'envenimer un peu plus les choses ? Écoutez, envenimer, je ne sais pas, mais pourquoi est-ce que... Pourquoi d'ailleurs ? Pour essayer de lisser les choses, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat dans ce pays. Mais quel serait l'intérêt ? Franchement. Donc il faut comprendre. Donc pour comprendre, cette commission aura 6 mois. C'est une période relativement longue. Elle va pouvoir auditionner. Et j'espère qu'effectivement, nous comprendrons ce qui s'est passé. Et surtout que le gouvernement pourra s'appuyer sur les résultats de la commission d'enquête, mais pour corriger les choses tout simplement, parce que c'est quand même ça l'objectif. Qui souhaitez-vous entendre ? Qui souhaitez-vous auditionner ? Moi, je ne sais pas qui sera membre de cette commission qui sera relativement large, mais tous ceux qui ont eu des décisions à prendre devront effectivement être auditionnés. Alors, et ils sont nombreux, manifestement, d'après ce que j'ai pu lire dans la presse depuis un certain temps. Il y a beaucoup de plaintes qui ont été déposées contre des membres de l'exécutif, du gouvernement, 63 plaintes. Est-ce que d'une part, vous trouvez que c'est exagéré ou pas ? Et d'autre part, est-ce que ces plaintes ne vont pas vous empêcher de travailler ? On sait que quand il y a une affaire en justice, la commission d'enquête ne peut pas entendre comme elle le souhaite les ministres. Effectivement, c'est la règle lorsque la justice est saisie. Donc sur ces points particuliers, on ne peut pas interférer. Bon, mais on nous disait déjà la même chose dans le cadre de l'affaire Benalla, et pour autant, la commission d'enquête du Sénat s'est concentrée, conformément à la Constitution, effectivement, sur les parties de l'affaire qui n'étaient pas dans les mains de la justice. Nous ferons exactement la même chose. Allez, on poursuit cette émission avec, dans l'actualité également, la censure partielle du Conseil constitutionnel sur l'état d'urgence sanitaire. Les sages ont validé globalement la loi, mais émis des réserves sur le traçage et l'isolement des malades. Ils avaient été saisis par le président de la République, le président du Sénat, mais aussi l'opposition de gauche. Fabien Recker. Les sages ont validé la loi qui prolonge l'état d'urgence sanitaire, mais avec des réserves. Sur le traitement des données personnelles à des fins de traçage de l'épidémie,
le Conseil constitutionnel émet une censure partielle. Les organismes sociaux notamment ne devront pas avoir accès à ces données. Garantir leur confidentialité sera de la responsabilité de l'État. C'était un de nos combats, parce qu'on ne voulait pas que trop de personnes puissent avoir accès aux données médicales. Et les fameuses brigades des anges gardiens, formule consacrée par notamment le ministre Véran, moi je préfère parler de suivi épidémiologique, ne peut pas se faire dans n'importe quelle condition. Un autre garde-fou concerne la mise en quarantaine des malades. Considérée comme privative des libertés dans certains cas, elle devra être soumise au contrôle d'un juge des libertés. Gérard Larcher y voit un apport du Sénat. Eh bien, je pense que le Conseil a validé, mais qu'il a apporté un certain nombre de précisions, voire de restrictions, qui correspondent au fond au débat du Sénat. Les juges des libertés, par exemple, c'est le Sénat qui l'a introduit. Quelqu'un ne pourra pas être empêché de se déplacer plus de 12 heures sans éventuellement l'intervention du juge de liberté. Quant à l'article 1, qui encadre la responsabilité pénale des élus en cas de catastrophe sanitaire, il ne ferait que rappeler le droit commun, juge le Conseil constitutionnel. Des parlementaires de gauche redoutaient que des membres du gouvernement puissent s'abriter derrière cet article afin de s'exonérer de leurs responsabilités au lendemain de la crise du coronavirus. Philippe Dallier, finalement, vous voyez le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Puisque finalement, l'exécutif s'est félicité de la validation de la loi, l'opposition se félicite des 2 censures partielles, tout le monde est content. Écoutez, le verre est plutôt à moitié plein. Et d'ailleurs, je rappellerai qu'il y avait eu un accord en CMP sur ce texte. C'est un texte de compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Comme l'a rappelé le président Larcher sur l'article 6, effectivement, le Sénat avait très orienté les choses dans la direction, d'ailleurs, qui a été soulignée par le Conseil constitutionnel, même si sur certains points... L'article 6, c'est le fichage. Oui, on a utilisé cette expression, mais effectivement, c'est tout ce qui donne la possibilité de contraindre, effectivement, ceux qui seraient infectés par le virus. Et puis, il y a aussi la validation de l'article 1er. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu de la part de la garde des Sceaux, notamment sur la soi-disant volonté d'amnistie des parlementaires On va y revenir, mais pour parler de la censure partielle, en tout cas du Conseil constitutionnel, est-ce que pour vous, ça remet complètement en question la stratégie du gouvernement qui était testée, tracée et isolée? Non, ça ne remet pas du tout en cause cette stratégie, mais la question est de savoir d'abord qui a accès à quelles informations. Il y a effectivement des données qui sont des données sensibles, qui ont trait au secret médical. N'importe qui ne peut pas avoir accès à ces données. Voilà. Ensuite, il y a les garanties qui ont été apportées. On peut contraindre effectivement les gens s'ils sont contaminés par le virus, mais pour autant, il faut garantir leur liberté fondamentale. Il est garanti pour vous? En tous les cas, avec les précisions apportées, si je puis dire, par le Conseil constitutionnel, je pense qu'on a un texte équilibré et qui va être efficace et utile sur le terrain. Ça satisfait la CNIL, mais on est quand même sur un fil sur cette affaire de fichage. Vous pensez que ça va être efficace? Écoutez, dans ces domaines-là, on est toujours effectivement sur le fil du rasoir. Soit on tombe d'un côté et on peut aller au-delà de ce qui est nécessaire en matière de privation des libertés ou en matière d'accès aux données personnelles, ou alors on ne cadre pas suffisamment les choses et on n'est pas efficace. Donc on a peut-être trouvé le bon compromis, en tous les cas je l'espère. Juste un mot sur le fait que lundi, finalement, on a été dans une forme de vide juridique, puisqu'il y a eu le déconfinement et qu'il n'y avait pas encore eu cette décision du Conseil constitutionnel. Vous pensez que c'était un couac pour vous? Ça tient au fait que le gouvernement nous demande d'examiner des textes dans des délais qui sont extrêmement courts. Le Sénat et l'Assemblée ont eu 1 semaine pour examiner ce texte. 1 semaine seulement. Et il fallait ensuite, c'était annoncé, que le Conseil constitutionnel se prononce. Donc le texte a été adopté dans la nuit de samedi à dimanche. Le Conseil constitutionnel avait 1 journée ou un peu plus pour effectivement examiner un texte important et qui posait des questions. Donc le texte a été validé lundi, relativement tardivement. Bon, c'est ainsi. C'est la faute à l'exécutif, quoi. En tous les cas, il faut en tirer une leçon. Il faut que le Parlement retrouve les moyens en termes de temps pour examiner correctement les textes. On comprend, on est dans une crise, il y avait effectivement nécessité d'aller relativement vite, mais bon, on a examiné 4 textes jusqu'à présent dans des conditions complètement hors normes en matière de temps d'examen, tant en commission que dans l'hémicycle. Il faut que ça s'arrête. Maintenant, il faut qu'on retrouve le temps de travailler dans des délais
correct, appréciable. Vous nous parliez de l'article 1, de la responsabilité pénale des élus. L'état d'urgence rappelle donc, ce projet de loi, le droit commun, finalement. Oui. Est-ce que la loi dite Fauchon, qui date de 2000, finalement, et qui encadre, en fait, la responsabilité pénale des élus locaux, est-ce qu'elle n'était pas suffisante, finalement ? On a considéré que dans une crise qui est tout à fait particulière, puisqu'on est face à une situation que nous ne comprenons pas complètement, puisque comment va évoluer le virus, quelles sont les bonnes mesures à prendre. Certains, effectivement, contestent aujourd'hui encore l'efficacité de telle ou telle mesure. Donc on est dans une situation complètement mouvante. La loi Fauchon, à l'époque, elle précisait les choses. Effectivement, dans quel cas pouvait-on aller rechercher la responsabilité d'un maire si un ballon de basket s'écroulait? Là, les choses, si je puis dire, elles sont assez figées, assez claires. Là, on est dans une situation complètement différente. Et on a voulu effectivement dire et rappeler qu'il faudra que le juge, parce qu'on pourra toujours aller attaquer un maire, un ministre ou qui que ce soit, ayant des responsabilités, il faudra que le juge prenne en compte cette situation particulière. Voilà, ça n'est que cela que nous avons dit, et nous n'avons pas du tout cherché à amnistier qui que ce soit, comme a pu le dire la garde des Sceaux dans des propos. Ni amnistie pour les maires, ni amnistie pour certains ministres. Écoutez, le Conseil constitutionnel vient de dire que le texte était conforme à la Constitution. Je pense que ça clôt le débat et j'espère que ceux qui avaient tenu des propos comme celui-là les regrettent aujourd'hui. Mais justement, le Conseil constitutionnel, sur ce point, il dit « le texte ne fait que rappeler le droit commun ». Donc il dit finalement le texte n'apporte pas énormément de choses par rapport à la situation antérieure. On se demande aussi à quoi ça a servi. Est-ce que ça n'avait pas une dimension électoraliste, s'adresser avant tout aux grands électeurs, Non, etc. absolument pas. Je pense que peut-être que vous ne mesurez pas l'inquiétude qu'il y avait. Je vais vous parler des élus locaux, mais c'est la même chose chez les chefs d'entreprise et chez tous ceux qui ont eu des décisions à prendre. Vous ne mesurez pas l'inquiétude, effectivement, de tout cela. À qui on disait, il faut faire revenir travailler le personnel, il faut réouvrir les écoles, mais on ne sait pas dans quelles conditions, effectivement, on va pouvoir efficacement lutter contre ce virus. Donc, comprenez l'inquiétude de tout cela. Et donc le fait de dire, vous savez, quand les textes sont relativement vagues, le juge a un très grand pouvoir d'appréciation. Là, nous n'avons pas changé le fond, mais nous avons précisé les choses en disant que le juge devra effectivement former son jugement en tenant compte expressément des conditions liées à cette pandémie. Je parlais des grands électeurs des maires. Juste une dernière question. Est-ce que vous êtes favorable à ce que le deuxième tour des élections municipales se tienne au mois de juin, si bien sûr l'épidémie n'empire pas d'ici là ? Si nous sommes dans les conditions d'aujourd'hui, je pense qu'elles pourront se tenir. Mais ça, on le saura dans 2-3 semaines, quand effectivement on pourra voir ce que le déconfinement a donné. Et je pense que s'il est possible, effectivement, de les tenir fin juin, il faut les tenir fin juin. Parce que reporter à l'automne, ça veut dire réorganiser 2 tours, décaler les élections. Faire campagne, vous croyez qu'elles ne seront pas un peu faussées ? On voit bien que les gens ne se sont pas déplacés en masse au premier tour. Est-ce que ça ne risque pas d'être le cas une deuxième fois ? Écoutez, que ça soit en juin ou en septembre, est-ce que vous pensez que de ce point de vue-là, les choses auront fondamentalement changé? Moi, je ne le pense pas vraiment. Donc si on peut les tenir en juin, fin juin, à la condition expresse que la pandémie ne reprenne pas, bien évidemment, il faut le faire. Allez, Philippe Dallier, on continue. Et à l'actu de l'Assemblée, le projet de loi portant sur diverses mesures d'urgence. Le Parlement va autoriser une nouvelle fois le gouvernement à légiférer par ordonnance. Le projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes, ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est encore en débat à l'Assemblée. Les oppositions dénoncent toutes la méthode. Stéphanie Despierres. Texte fourre-tout, délai d'examen trop court, ordonnance en série. Sur le fond et surtout sur la forme, l'opposition fustige ce projet de loi. Projet de loi fourre-tout visant à faire passer pour urgentes des dispositions sans rapport avec le Covid-19, tout en piétinant le Parlement. Vous viendrez ensuite faire votre marché dans ce texte fourre-tout afin de légiférer comme bon vous semblera pour une période allant bien au-delà de l'état d'urgence, prétendue cause de ces demandes d'habilitation. Au fil des discussions, le gouvernement a accepté de réduire le nombre d'habilitations, donc d'ordonnances. Mais l'opposition reste sceptique face à cette loi qui couvre une trentaine de thèmes, du Brexit à la justice, en passant par les saisonniers ou les irradiés du nucléaire. Et la réalité, c'est que vous utilisez aussi, c'est un prétexte, cette crise sanitaire. Certains sujets sont évidemment liés, d'autres beaucoup moins. Et c'est un prétexte qui est pris pour éviter de repasser devant le Parlement, parce que vous avez perdu du temps sur des projets de loi avortés, retraite et ADP par exemple.
crise sanitaire n'est pas un prétexte, c'est un fait qui s'impose à nous et qui nécessite un certain nombre de dispositions législatives. Pardonnez-moi de vous le répondre. Depuis la mi-mars, les députés ont travaillé dans l'urgence, avec à chaque fois un délai très court pour voter les projets de loi liés à l'épidémie. Et c'est pareil pour celui-ci. Les critiques sur la manière dont fonctionne l'Assemblée au temps du coronavirus ont ressurgi, notamment dans la bouche de ce député communiste qui interpelle ses collègues de la majorité. Ne vous habituez pas à voir un Parlement sous cloche. Vous vous habituez à délibérer par ordonnance, c'est-à-dire à confier à l'exécutif le soin de choisir à votre place. Vous allez faire la démonstration que ce Parlement ne sert à rien. L'Assemblée a entamé son déconfinement. Elle devrait petit à petit retrouver un rythme de travail plus normal. Mais seuls 150 députés sur 577 sont autorisés à siéger dans l'hémicycle. Philippe Dallier, les oppositions à l'Assemblée ont critiqué la méthode finalement. Est-ce qu'il n'est pas normal de fonctionner par ordonnance alors même que vous venez de proroger l'état d'urgence qui octroie des pouvoirs supplémentaires au gouvernement ? Il n'y a pas que l'opposition qui a effectivement pointé le fait que le recours aux ordonnances devenait excessif. Certains groupes de la majorité à l'Assemblée l'ont fait. Voilà, il y avait encore 33 habilitations par ordonnance dans ce texte-là. Bon, il semble qu'un effort sera fait par le gouvernement et l'Assemblée pour en réduire le nombre. Mais effectivement, il y a un moment où le Parlement doit retrouver tous ses droits. Nous sortons d'une période où nous avons accepté d'examiner 4 textes en urgence absolue. Nous l'avons fait. Ils ont tous été adoptés de commun accord entre l'Assemblée et le Sénat. C'est quand même à noter. Mais on ne va pas pouvoir continuer ainsi. On a un texte là où on va traiter à la fois des tickets restaurants, de la prolongation de certains contrats de travail, du Brexit. On va effectivement traiter... Oui, fourre-tout, parce que... Mais il y a des mesures qui vont avoir un impact fort. On va effectivement, le gouvernement le souhaite, qu'il puisse effectivement contraindre certains organismes publics à aller déposer leur trésorerie sur des comptes du Trésor. On ne sait pas quel organisme public, on ne sait pas pourquoi faire, mais on voit bien l'intention. C'est aller chercher l'argent qui pourrait, entre guillemets, dormir ici ou là. Et le Parlement n'en déciderait pas que ce texte, finalement, qui octroie des délais. C'est assez technique, c'est vrai. Il y a des autorisations. Sur chaque dans ce contexte. Alors, il y a des autorisations pour légiférer par ordonnance pour 30 mois. 30 mois. Écoutez, il y a probablement des mesures qu'il fallait prendre tout de suite. On aurait pu effectivement ou les inclure dans le texte précédent, d'ailleurs, il n'est pas si vieux, ou alors avoir un nouveau texte sur ces mesures-là. Et puis sur d'autres sujets, excusez-moi, mais on pourrait prendre le temps de faire un travail législatif correct. Là, le gouvernement confond vitesse et précipitation, et je pense que le Parlement ne l'acceptera pas. Comme un prétexte, vous pensez, pour amoindrir les droits du Parlement ? Je pense que là, le gouvernement va trop loin, et d'ailleurs, même sa majorité à l'Assemblée réagit. Et puis moi, je vais raccrocher ça au débat qu'on a connu en début de quinquennat, où on nous expliquait que le Parlement était trop lent, qu'il fallait aller plus vite, qu'il fallait restreindre le pouvoir d'amendement. Avoir besoin du contrôle du Parlement. Il a aussi présenté son plan d'urgence devant le Parlement. Ça, ce sont des marques de respect quand même dans ce moment de crise. Il y a des choses positives et d'autres qui ne le sont pas, mais quand on veut mettre en place la commission d'enquête au Sénat, on nous explique que le Parlement n'aurait pas le droit de le faire, que c'est jamais le moment, etc. Non, franchement, j'espère que nous allons retrouver un rythme qui est beaucoup plus compatible avec un travail de qualité, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'on écrit la loi, elle s'applique à tous les Français. Si on se trompe, et ça peut avoir des conséquences importantes, le gouvernement ferait bien de s'en souvenir. Et vous souhaitez effectivement qu'il y ait le nombre normal de sénateurs, de députés qui puissent revenir dans l'enceinte de l'hémicycle ? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Effectivement, il y a des mesures à prendre pour limiter les risques de cette pandémie. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, et d'ailleurs le Conseil constitutionnel a statué, puisque certains parlementaires de gauche avaient attaqué sous cet angle-là en disant n'avoir pas pu participer au débat, il faut effectivement qu'on s'organise pour que tous ceux qui ont un amendement à défendre puissent le faire. Jusqu'à présent, ça a été le cas, même si effectivement on ne peut pas se retrouver à 348 au Sénat en séance. Alors, autre actualité, c'est l'Assemblée qui a achevé définitivement cette semaine l'examen de la proposition de loi Avia sur la haine en ligne. Le texte a été voté malgré de fortes oppositions sur tous les bancs de l'Assemblée. La droite sénatoriale a décidé de saisir le Conseil constitutionnel. Écoutez cet échange à l'Assemblée entre la rapporteure Laetitia Avia et le député insoumis Alexis Corbière. Enfin, nous y sommes. Non pas à l'aboutissement de ce combat que nous menons contre la haine sur Internet, mais à une étape charnière, celle du vote d'une proposition de loi qui affirme que ce qui n'est pas toléré dans l'espace public ne peut pas l'être sur Internet. Que nous ne sommes pas impuissants lorsqu'il s'agit d'assurer la protection de ceux qui sont la cible de cette haine en raison de ce qu'ils sont dans leur être, dans leur chair.
que nous pouvons encourager un Internet dans lequel le débat existera toujours, avec vigueur, avec passion, mais en préservant le respect de l'autre. Qu'est-ce qu'un contenu haineux? Quelque chose qui vous critique? Un texte qui a un verbe un peu dur vis-à-vis de la politique que vous menez? Mais par définition, quand on est attaché aux libertés, la liberté, c'est la liberté d'expression de ses adversaires. Et vous mettez là en place, au nom de bonnes intentions, une loi qui, en vérité, a un éventail extrêmement large de possibilités d'intervention. Car à partir de là, tout peut devenir demain un contenu haineux. Il y a un déversoir de haine sur les réseaux sociaux, Philippe Dallier. Il y a une forme d'impunité aussi. Pourquoi avoir saisi le Conseil constitutionnel ? Sur les objectifs de cette loi, tout le monde ne peut qu'être d'accord. La question, c'est les moyens que l'on va mettre en œuvre. Et c'est là qu'est le débat. Donc il est bon de toutes les manières, indépendamment du contenu du texte aujourd'hui, il est bon que le Conseil constitutionnel se prononce. Le Sénat n'a pas souhaité effectivement voter conforme cette fois-ci, en tous les cas n'a pas pu trouver un accord avec l'Assemblée nationale, parce que nous pensons, et on verra ce que dit le Conseil constitutionnel, que les moyens qui seront mis en œuvre ou vont trop loin, ou laissent trop de pouvoir effectivement aux plateformes pour censurer les propos d'un tel ou d'un tel, sous peine de prison, je le rappelle. On va demander à ces plateformes, en 2 heures ou sous 24 heures, de retirer des propos sur lesquels on pourrait discuter sous peine de prison. Bon, je pense qu'on va trop loin, même si l'objectif est louable. Eh bien, écoutez, on va voir ce que va dire le Conseil constitutionnel. Merci beaucoup d'avoir fait cette émission, Philippe Dallier. C'est la fin de cette émission. Plaisir. Merci à vous, Brigitte, de la représenter avec moi. À la semaine prochaine.